On va démarrer la discussion qu'on a intitulée Save Children from Poutinisme. J'appelle Zalina Stev, qui est secrétaire générale de Russie Liberté et qui est aussi chez nous en charge de la campagne Save Children from Poutinisme sur scène. Zalina va modérer cette table ronde. Alors, je rappelle qu'il y aura des intervenants russes et qu'il y aura une traduction simultanée. Donc, prenez, s'il vous plaît, des casques à l'entrée. Я напоминаю, что дискуссия будет и на русском, и на французском, возможно. Поэтому обязательно возьмите наушники. Всем тоже спикерам, кому нужно, берите наушники. Voilà, je passe le micro à Zalina. Merci beaucoup d'être là avec nous. J'invite les intervenants de venir dans la table. C'est Vera Yastribova, s'il vous plaît. Gabriel Seba. Oleg Kozlovski. Et de Alexandra Arkhipova qui est Alexandra Arkhipova. Alors, je vous mets d'abord dans le contexte de notre discussion. Ce n'est pas une table ronde, c'est la discussion. Le contexte de notre sujet, c'est plus que centaines de milliers d'enfants ukrainiens étaient déportés du territoire ukrainien à Russie. Ils ont subi des russifications. Et l'État russe, il est en train de enlever l'identification ukrainienne de ces enfants. En plus, il y a une très grande, forte endoctrinement en Russie qui ne cible pas que les enfants ukrainiens, mais tous les enfants en Russie. Et on va parler de tous ces sujets qui sont très importants. Je veux bien pour qu'on commence par Gabriel Seba, qui est spécialiste, avocat du pénal international et qui a participé au projet du collecter de toutes les, préparer le dossier pour ces pays par rapport de toutes les complices liés aux déportations des enfants ukrainiens. Merci, Siba. C'est juste si vous pouvez nous rencontrer, quel était le but du dossier, quelles étaient les conséquences de notre projet. Bonjour à tous. Oui. Bonjour à tous, Gabriel Seba, donc je suis avocat au barreau de Paris. Je travaille au sein du cabinet Vigo avec Emmanuel Daoud et avec d'abord l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre, puis l'association Russie Liberté. Nous avons envoyé 2 communications au bureau du procureur de la Cour pénale internationale au sujet de la déportation et du transfert forcé d'enfants ukrainiens vers la Russie. Donc la première communication que nous avons envoyée l'a été en décembre 2022, avant l'émission des premiers mandats d'arrêt concernant la situation en Ukraine. Et la deuxième communication a été envoyée il y a quelques mois et est toujours sur le même sujet, concentrée sur la déportation et le transfert forcé de ces enfants. Peut-être à titre préliminaire, je vais rappeler un petit peu qu'est-ce qu'une communication au bureau du procureur de la Cour pénale internationale et quelles conséquences elles peuvent avoir avant de vous expliquer un peu plus dans le détail ce qu'étaient ces communications et qu'est-ce qu'elles exposaient. Donc une communication au bureau du procureur de la Cour pénale internationale, c'est en réalité comme un rapport qu'une ONG ou une association, ou parfois des victimes directes des crimes qui ont été commis, peut envoyer via une plateforme particulière à la Cour pénale internationale, plus exactement au procureur de la Cour pénale internationale, pour qu'il enquête précisément sur ces faits et pour l'aider
l'alerter sur certains crimes en particulier. Nous, en tant qu'avocats, notre rôle était d'accompagner les ONG et associations dans ce projet. Donc c'était vraiment les associations et les ONG qui faisaient le travail de rassemblement, de collecte des preuves, d'analyse de ces preuves. Puis nous, en tant qu'avocats, nous faisions le travail d'analyse cette fois juridique de ces preuves pour voir qu'est-ce que l'on pouvait en tirer d'un point de vue juridique pour le bureau du procureur et l'aider à constituer réellement un acte d'accusation, un mandat d'arrêt à l'encontre de personnes nommément visées dans les communications. Donc il ne s'agit pas réellement d'une plainte, puisqu'on ne saisit pas le bureau du procureur, il reste libre de faire ce qu'il souhaite de ces communications, il peut ne pas y répondre, il peut décider d'y répondre plus tard. On n'est pas des victimes directes de ces crimes, nous sommes des associations françaises, avec des liens évidemment très forts avec l'Ukraine ou avec la Russie, mais voilà, nous ne sommes pas directement des victimes, mais c'est un appui au bureau du procureur, et même si les enquêtes devant le bureau du procureur sont secrètes et qu'il est très difficile d'avoir des informations sur quels sont les états d'avancement des enquêtes, on sait, et ça c'est dans la communication officielle du bureau du procureur, que ces communications sont demandées et sont lues, et il y a même avec le nouveau procureur de la Cour pénale internationale une politique particulière à destination des ONG et des associations pour qu'elles puissent faciliter, qui vise à faciliter l'envoi de ces éléments de preuve. La première communication que nous avons envoyée visait vraiment à démontrer que le crime de déportation et de transfert des enfants ukrainiens vers la Russie existait et que c'était quelque chose qui existait massivement et que les preuves étaient là. C'était à ce moment-là un crime dont il était très peu question finalement, en tout cas dans la sphère médiatique, associative, autour du conflit en Ukraine. On parlait souvent évidemment d'autres crimes de guerre qui sont peut-être plus visuels, que l'on voit plus facilement à la télé, mais la déportation et le transfert forcé des enfants ukrainiens, c'est quelque chose de plus difficilement décelable au départ. C'est quelque chose de plus secret, ça se passe dans les territoires occupés, puis après les territoires qui ont été libérés. Et en même temps, il y avait dans la communication officielle du Kremlin une multitude de preuves à disposition, puisque les autorités russes ne se cachaient absolument pas de cette politique et en faisaient même un motif de fierté. Voilà, c'était « nous sauvons des enfants ukrainiens, nous les russifions », et il y avait une grande fierté autour de ça. Donc les preuves étaient à portée de main à partir du moment où on avait ce regard de « il s'agit d'un crime » et il s'agit d'un crime que l'on doit pouvoir caractériser et qui est du ressort de la Cour pénale internationale. Ça, c'était vraiment le sujet de la première communication. Démontrer qu'il y avait un crime et le qualifier. On reviendra peut-être après sur les qualifications que ce crime qualifications pénales que ce crime peut revêtir. La deuxième communication s'inscrivait dans le prolongement finalement des mandats d'arrêt qui ont été émis en mars 2023 à l'encontre de Vladimir Poutine et de Maria Lvova-Belova sur le sujet de la déportation et du transfert forcé des enfants qualifiés comme crime de guerre. Là, il ne s'agissait plus de dire il existe un crime. Le bureau du procureur avait reconnu qu'il existait effectivement suffisamment d'éléments de preuve pour que des mandats d'arrêt soient délivrés, mais plutôt de détailler cette fois-ci les responsabilités au sein de l'appareil gouvernemental russe et plus précisément au sein du parti Russie Unie, et donc de décortiquer finalement la planification et la mise en œuvre concrète sur le terrain de la déportation et du transfert forcé des enfants ukrainiens. Donc on changeait un petit peu de point de vue, il ne s'agissait plus de dire qu'il y avait un crime, le crime était reconnu, en tout cas il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour dire que ce crime existait. Maintenant il s'agissait vraiment de pointer certaines responsabilités de certains dirigeants administratifs, militaires, politiques, et de voir comment toute la chaîne hiérarchique fonctionnait
d'un point de vue local jusqu'au Kremlin, Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova. Donc ça, c'était l'objet plus de la deuxième communication. Je ne sais pas si vous voulez que... Oui, je peux poursuivre ou... Ouais. Donc, je disais que la première communication était au sujet de l'établissement des crimes. Il s'agissait aussi de les qualifier. Immédiatement, lorsqu'on a discuté avec les membres de l'ONG, l'Association pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre, il était très important de définir correctement ce crime et la nature de ce crime, qui est un crime particulier parmi tous les autres crimes de guerre ou crimes contre l'humanité qui peuvent exister en Ukraine. C'est un crime particulier parce que la déportation et le transfert de ces enfants est suivi d'une russification, parfois d'une adoption, en tout cas d'une volonté manifeste d'effacer la nationalité, l'identité ukrainienne des enfants qui sont ainsi déportés. Donc il s'agit de changement d'état civil, et ça on a des actes officiels, des décrets, un décret en particulier signé de la main de Vladimir Poutine qui permet d'accélérer le processus de changement de nationalité pour les enfants ukrainiens déportés et ainsi de faciliter leur adoption par des familles russes. Donc il y avait cette dimension-là qui était pour nous la marque d'une intention réellement génocidaire dans la mesure où la déportation et le transfert forcé de ces enfants permettaient de couper totalement les liens de filiation et d'amputer un groupe entier, le groupe national ukrainien, de son avenir potentiel, ses enfants, pour renforcer de l'autre côté le groupe national russe. Et puisque dans les éléments matériels définissant le crime de génocide au sein du statut de Rome, il existe la déportation et le transfert forcé des enfants d'un groupe à un autre, et pour que cela soit qualifié de génocide dans l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe, en l'occurrence national, en tant que tel, nous estimions qu'en tout cas, il y avait là, dans ce crime, la potentialité d'un crime génocidaire, avec les preuves que nous avions déjà rassemblées, avec le vocabulaire qui était utilisé et de russification, de dénazification, ça dépend un peu la manière dont les autorités russes parlaient, mais l'idée était là que ces enfants-là devaient changer totalement d'identité et devenir russes. Cela passe concrètement donc par l'adoption pour les plus jeunes, mais également par la militarisation, les camps d'entraînement, etc. en Russie. Donc ça, c'est la qualification. Maintenant, les mandats d'arrêt qui ont été émis effectivement par le bureau du procureur contre Maria Lvova-Belova et Vladimir Poutine au sujet de la déportation des enfants sont des mandats d'arrêt qui ont été émis, qualification de crime de guerre. Parce que la déportation peut aussi constituer un crime de guerre. Donc là, pour nous, je crois qu'on est tous d'accord que c'était déjà une grande victoire que des mandats d'arrêt aient été délivrés sur ce crime-là, et que même si nous avions avancé le crime de génocide, et que maintenant le combat, c'est aussi de faire reconnaître ce crime comme étant un crime de génocide, ou en tout cas un acte génocidaire, on peut se poser donc plusieurs questions sur pourquoi les mandats d'arrêt ont été émis sur la qualification de crime de guerre. Je pense que d'un point de vue de stratégie judiciaire, il ne faut pas oublier que le bureau du procureur pense aussi d'un point de vue stratégique. Il demande l'émission de mandats d'arrêt, il ne le décide pas tout seul. Il y a des juges qui doivent statuer sur ces mandats d'arrêt, sur la qualification qui est proposée et sur les preuves qui ont été amenées. Et donc, le crime de génocide est extrêmement difficile à prouver d'un point de vue pénal, puisqu'il faut prouver l'intention de son auteur, l'intention proprement génocidaire, à l'exclusion d'autres intentions possibles.
Et donc je pense que de ce point de vue-là, le transfert et la déportation des enfants était un crime particulièrement frappant. Les actes étaient là, toutes les preuves étaient là, mais pour la qualification de ce crime, il était plus facile, disons, d'amener cette qualification de crime de guerre, surtout que ce sont les premiers mandats qui ont été émis dans la situation en Ukraine, et qu'il était en réalité plus prudent, peut-être, d'émettre ces mandats d'arrêt sous cette qualification, pour ne pas, pour le bureau du procureur, dans sa perspective, risquer, pour les premiers mandats qu'il demandait dans la situation en Ukraine, d'avoir un refus de la part des juges qui auraient représenté une défaite, cette fois-ci réelle, pour son bureau. Maintenant, dans les étapes suivantes de notre combat, je pense qu'il y a cette question de la qualification, il y a la question aussi de l'émission d'autres mandats d'arrêt contre d'autres personnes. C'est l'objet de la seconde communication à l'encontre des personnes de Russie unie et de l'appareil administratif qui fait le relais local, et l'ajout d'autres qualifications, crimes contre l'humanité, génocide. Je disais que la deuxième communication se concentrait sur l'attribution des responsabilités au sein de Russie unie. Mais elle a également son importance dans la qualification du crime comme crime de génocide ou comme crime contre l'humanité, parce qu'elle montre à quel point cette politique est planifiée et organisée au niveau de l'État et de tout l'appareil administratif. C'était déjà quelque chose qu'il y avait en creux dans la première communication, puisque c'est bien les principaux responsables, le chef de l'État qui était visé. Mais là, on voit que l'ensemble de l'appareil administratif et militaire est mobilisé à tous les échelons. Et même si, d'un point de vue du droit international, la planification étatique n'est pas absolument nécessaire pour qualifier le crime de génocide, ça reste un élément fondamental pour qualifier ce crime au niveau de l'État. C'est quasiment un crime qui ne peut être commis que par des organisations étatiques ou proto-étatiques. Donc, démontrer qu'un ensemble de personnes au sein de l'administration étaient unies pour planifier, organiser et mettre en œuvre de manière très organisée à tous les échelons de l'appareil politique et administratif russe, cela sert aussi à avancer cette qualification de génocide. Voilà. Bon, merci beaucoup, Gabriel. N'hésitez pas à préparer vos questions, parce qu'à la fin des discussions, vous pouvez poser toutes les questions à Gabriel ou par rapport au dossier qui est envoyé au CPI. Et là, Vera Yastribova, c'est la directrice de l'association ukrainienne Восточная правозащитная группа, qui défend aussi les droits humains sur les barrières du conflit et même sur le Lugansk et Donetsk. Vera, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Je voudrais remercier sincèrement les organisateurs pour la possibilité de participer à cette discussion et raconter sur notre enquête au sujet de l'influence qu'a le régime de Poutine sur les enfants. Le problème, c'est que les crimes du régime de Poutine, je les ai reçus
ressenti moi-même en 2014. Je suis originaire de Debaltsevo, oblast Через de развязанный Donetsk, Путиным et военный en конфликт, raison войну, du я conflit вынуждена была покинуть свой дом в lancé par 2014 году. le Kremlin, par Poutine, В j'ai été 22 contrainte en году 2014 à quitter аналогичная ma ситуация maison. повторилась. Ensuite, en 2022, la même Поэтому situation s'est я непосредственный répétée. свидетель и Je очевидец suis ainsi тех un преступлений témoin путинского direct режима, des которые crimes du мы régime de наблюдаем Poutine уже 10 que лет. nous constatons depuis И, 10 на ans. мой взгляд, À mon avis, крайне важно il est говорить extrêmement о important депортации детей de не soulever просто cette как question о de военном déportation des преступлении, enfants акте et геноцида. d'en parler non seulement как comme acte génocidaire Путинский et режим crime de guerre, хочет за mais счет украинских il детей faut влиять на montrer que дальнейшую le повестку régime de по Poutine souhaite, продвижению, au travers de ses продвижению enfants своих ukrainiens, нарративов, своих интересов, своей экспансии диктатуры. son expansion, nourrir son expansion, бы celle de хотела l'expansion de sa dictature. акцентировать Je внимание на voudrais том, attirer votre что attention sur le fait по que состоянию на à la декабрь date 2022 de года, как décembre вот коллега 2022, упоминал как раз le collègue à эту côté дату, a что mentionné было первое обращение, décembre 2022, en disant que c'est là qu'il a fait sa première communication à Когда la мы Cour de работали l'Aie, с этой au тематикой, procureur, nous avons préparé выяснили, un rapport что analytique. Et quand так nous называемый sommes intéressés à ce гуманитарный штаб sujet, nous avons appris самой que Российской Федерации le давал soi-disant цифру по перемещенному QG количеству humanitaire avait около annoncé 717 тысяч. le nombre d'enfants transportés. Et il annonçait le chiffre de 718 000 enfants environ. Donc il s'agit ici notamment d'enfants qui ont quitté les territoires occupés via la frontière étatique Ukraine-Russie. Donc le chiffre, nous ne pouvons pas le vérifier, mais je présume que ce chiffre, le chiffre réel est encore plus grand, qu'il y a encore plusieurs centaines de milliers. L'Ukraine ne fait référence qu'aux cas qui ont été officiellement confirmés. Donc, une personne a informé les autorités du fait de déportation de l'enfant. Il est extrêmement difficile pour les personnes se trouvant aujourd'hui en occupation de rester en contact. Il y a beaucoup de peur vis-à-vis des forces armées de l'occupant, ou parfois il y a des combats qui empêchent aux citoyens de communiquer avec qui que ce soit. En tout cas, Poutine essaie de présenter la question comme une question humanitaire. Moi, en tant que défenseuse des droits qui travaille depuis 2014 sur les territoires occupés, l'administration de soi-disant République de Donetsk et République de Lugansk, ces administrations ne se sont jamais intéressées aux problèmes des enfants. Ils n'ont jamais apporté de l'attention aux questions de la santé ou l'éducation des enfants. Un autre possible contre-argument, la déportation a été centralisée, elle a été mentionnée dans les déclarations des politiques, et elle a commencé avant le 24 février. Avant le 24 février 2022, les administrations d'occupation des soi-disant républiques de Donetsk et de Lugansk avaient lancé l'ordre pour évacuer des enfants. Et ils l'ont fait de manière organisée et centralisée. Les enfants qui ont subi cette déportation, beaucoup d'entre eux ont des familles, des proches, это одна группа. Вторая группа детей – это те, которых оккупационные власти лишили их родителей родительских прав, то есть через квазисуды, которые сейчас полным ходом работают в оккупированных территориях Украины. И третья категория – это те дети, которые были без родительской опеки. Собственно, они тоже поддались этой депортации.
ceux qui sont Теперь restés переходим к тому, почему это важно диктаторскому режиму. Ну, на мой взгляд, если анализировать ту систему милитаризации в образовании, те изменения в законах, которые ввели новые предметы в школе, а сейчас на временно оккупированных территориях Украины образовательные стандарты через оккупационную администрацию соблюдаются Россией. То есть мы четко можем проследить, что режим в целях будущей лояльности, для того, чтобы подрастающее поколение использовать в своих целях военной экспансии и последующих агрессий уже не против Украины. Активно сейчас из детей делает солдат путинского режима, которые будут лишены свободы мнения, свободы самовыражения этого мнения. И таким образом тот кровавый дедушка в Кремле мечтает закрепиться и продолжить свой терроризм в отношении других государств, уже делая ставку на этих детей. Я категорически не согласна, когда приводят в дискуссии пример о том, что во времена Советского Союза были предметы схожие и так далее. Нет, это не так. Ознакомившись с системой, с образовательным планом, фактически цель режима – это иметь к получению аттестата об окончании средней школы уже готовых солдат. Avoir des soldats prêts à partir au front. Et donc, военному влиянию поддаются дети militarisante, agressive, elle vise les enfants, y compris sur les territoires occupés. Et donc on voit très bien que cette militarisation de l'éducation, elle s'accroît, elle s'intensifie, et si avant c'était encore des initiatives extracurriculaires qui étaient lancées par служителями путинского режима, то на сегодняшний день это уже внедрено в обязательную систему образования. И на временно оккупированных территориях тем семьям, которые своих детей не отдали в школы при оккупационных администрациях, приходили, проводили беседу по поводу решения родительских прав, объясняли, что если ваш ребенок не будет ходить в нашу школу, значит, мы ils ont eu des problèmes, ils ont eu des gens qui sont venus les voir pour leur dire que vous êtes bien obligés de mettre votre enfant à l'école, sinon on va vous retirer les droits parentaux. Тот масштаб проблемы, который есть на сегодняшний день в аспекте детей, это, с одной стороны, дети депортированные, как их вернуть, как установить их местонахождение. Ведь оккупационные администрации, передавая их тем чиновникам, о которых в отчете упоминалось, которые курировали, организовывали всю эту процедуру депортации. Вы знаете, практически каждый из украденных детей из Украины получил документы русского образца. При переводе с украинского языка на русский менялись данные, то есть очень сложно идентифицировать. Parfois, les données ont été modifiées et donc cela complique le travail de localisation de ces enfants parce que parfois il faut, parfois c'est très compliqué de confirmer qu'il s'agit bien de cet enfant-là, de confirmer son identité. Donc, ce sont des enfants qui ont été enlevés par Vladimir Poutine et souvent quand ils sont adoptés, ils sont mis dans des familles d'accueil, d'adoption et ils reçoivent d'autres noms et d'autres prénoms parfois. Donc ils disent que l'administration dit que c'est fait pour protéger l'identité, l'intimité de ces enfants, mais de fait
c'est une violation du droit international et ils essayent de manipuler ces données justement donc, par ces agents d'influence pour mettre en place ce narratif en disant qu'ils sont en train de sauver des enfants. Mais il faut quand même savoir qu'avant qu'il y ait eu cette expansion militaire russe, on n'avait aucune nécessité de sauver qui que ce soit. Donc ces 700 000 enfants, ils étaient très bien en Ukraine, ils vivaient leur enfance heureuse avec leurs parents ou leurs adultes. Donc il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de cette tyrannie, cette peur, cette violence, pas tous ces mensonges de narratifs historiques qui sont aujourd'hui disséminés par le ministère de l'Éducation, donc par le système éducatif poutinien. Pourquoi je ne pense pas que ce soit pour qu'on vive en paix, pour qu'on construise une démocratie. C'est pas pour cela, c'est pas pour ce but-là. Et donc moi, mon message principal aujourd'hui pour vous, c'est de dire que Poutine veut transformer ces enfants-là en soldats. Et notre objectif, c'est de renverser ce régime pour que cette expansion militaire ne continue pas, qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes, ni en Ukraine, ni en Russie, ni dans d'autres pays qui pourraient figurer dans les projets d'expansion de Poutine. Et en conclusion, je voulais vous parler d'un petit exemple. Donc, nous avons des données qui nous proviennent des territoires occupés sur ce qui se passe pendant ces leçons dans ces écoles sur les territoires occupés. Donc, j'ai une amie qui a une fille de 11 ans. Donc, cette fille est bien obligée d'aller à l'école. Et ce qu'elle me raconte, c'est que pendant ces leçons sur la sécurité et la défense de la patrie, il y avait un ordinateur qui a été apporté dans la salle de classe et ils ont joué. Donc, qu'est-ce qu'ils ont joué comme jeu? Il y a un simulateur d'un vol d'un drone. Et donc, ils apprennent à piloter ce drone, à tirer à partir de ce drone sur des personnes. Ils ont des bonus, des points qu'ils peuvent gagner en tirant sur des personnes donc, dans ce jeu. Et alors, c'est la carte de l'Ukraine qui est dans ce simulateur? Non, là, c'est plus l'Ukraine. Là, ce sont des pays baltes qui sont dessinés dans ce jeu. Donc, on peut se demander, effectivement, on peut se dire que Poutine a effectivement besoin d'un sang frais pour continuer cette expansion. Et c'est pour cela que votre travail est très important, puisque aujourd'hui on a ce mandat d'arrêt et c'est déjà un fait juridique qui est très important, parce que c'est un pas juridique très important pour renverser ce régime. Donc bien sûr, nous voudrions tous que ça se passe beaucoup plus rapidement, que nous ayons la justice là tout de suite maintenant, mais chacun d'entre vous faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour continuer ce travail, pour avancer sur cet agenda en appelant la Cour pénale internationale, en donnant cette tribune aux défenseurs de droit, aux politiques qui s'expriment et qui, tous les jours, contribue justement à renverser ce régime et contribue à la fin de l'époque poutinienne. Donc moi je souhaite à nous tous que cette fin de l'époque poutinienne intervienne au plus vite. Merci beaucoup.
Спасибо большое, что подняла вот этот важный вопрос. Merci également d'avoir soulevé cette question importante дети не только те, которые были депортированы, подвержены опасности, но также те, которые находятся на оккупированных территориях, и также подвержены индоктринации, sur les territoires occupés et qui sont aujourd'hui переход к Олегу Козловскому, который специалист по России, и который подготовил досье по индоктринации в России. Moi, je passe la parole justement à Oleg Kozlovsky, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet d'endoctrination. Спасибо. Да, меня зовут Олег Козловский, я работаю в Amnesty International, занимаюсь в основном Oui, merci Россией. beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Oleg Kozlovsky, je fais partie d'Amnesty International et je suis spécialiste de la Russie au sein d'Amnesty. Et donc, je voulais vous dire quelques mots sur les droits civiques, justement. Donc, tout d'abord, je vais commencer par remercier les organisateurs du forum pour cette possibilité de parler de ce sujet très compliqué, qui est très chargé émotionnellement également, puisqu'on touche ici à nos valeurs et nos instincts les plus profonds. Quand on parle d'enfants, quand on parle de leur sécurité, et bien sûr, l'État russe le sait très bien. Et il est tout à fait conscient de l'importance des enfants pour l'existence d'une société. Et je pense qu'on peut exprimer cette attitude de l'État russe aux enfants en citant les amendements à la Constitution russe. Si vous vous souvenez, donc, la première rédaction qui a été proposée par Poutine disait que les enfants sont la richesse de la Fédération de Russie. Ensuite, il y a eu un scandale et il y a eu des modifications du texte, mais en tout cas, je pense que s'il s'agissait peut-être d'un lapsus révélateur, puisque voilà, les autorités russes considèrent que les enfants sont aussi leur propriété en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, ils peuvent les utiliser à leur fin, et on voit bien que cette politique, elle est tout à fait évidente. Donc le pouvoir russe ne donne aucun droit de mener une vie active, disons, aux enfants, puisque les enfants ne sont pas vus comme des êtres indépendants, ils sont vus comme des êtres influençables, donc, ils ne peuvent pas avoir leurs propres opinions, donc ils peuvent être influencés, ils peuvent devenir des ennemis de l'État russe, et donc ils voient leur objectif d'une façon très simple, je trouve, c'est de remplir, disons, ces petites têtes d'enfants d'une manière la plus efficace possible avec la propagande de l'État. Et donc, ce premier objectif est rempli par les écoles. C'est ce que Vera disait justement dans son intervention. Moi, je vais me concentrer plutôt sur ce qui se passe sur le territoire russe, mais je suis bien consciente du fait que sur les territoires occupés, cette situation se répète sous un format encore plus grave. Donc, il y a 2 ans, il y a eu des nouvelles leçons qui ont été introduites au système éducatif qui s'appellent des conversations sur des choses importantes. Donc, sur le papier, ce sont des leçons, des cours qui ne sont pas obligatoires, mais nous savons très bien que les familles qui ne veulent pas que leurs enfants aillent à ces cours-là ont des problèmes avec la police. Donc, en tout cas, lors de ces conversations, lors de ces cours, on parle de différents sujets. Par exemple, on parle de l'anniversaire de l'annexion de la Crimée. Donc, par exemple, là, ici, j'ai les matériaux qui ont été publiés. Donc, c'est le ministère de l'Éducation qui les publie sur leur site. Donc, ça s'appelle la Crimée 10 ans de retour, depuis le retour. Et donc, c'est le cours qu'on a dispensé aux enfants des 2 premières années de leur scolarité.
Учителю важно поддержать donc aux plus jeunes. возникающие в Et мотивационной donc беседе чувства радости и disait торжества, que donc связанные dans с ce texte, on peut годовщиной lire аннексии. qu'il faut célébrer donc, le retour de la Crimée, il faut célébrer les 10 ans de cet événement Есть даже heureux. стихотворение, Il но y a un poème нет, я не буду его que je vais читать. pas Я vous lire. пожалею вас, особенно переводчиков. Это ужасно. Parce que j'ai pitié de vous et j'ai pitié surtout de nos interprètes. Et c'est quelque chose d'assez abominable. Mais en tout cas, je peux vous dire que d'une façon très détaillée, on parle ici du fait que le retour de la Crimée et de Sébastopol, c'est la vérité historique qui est restaurée. Donc on parle de l'histoire de la Crimée, ensuite on parle des ressources que la Crimée a sur son territoire, on parle de tout cela. Donc, il y a 9 pages de texte avec des images, avec des discours de Poutine, etc. Donc, en même temps, on ne retrouve jamais la mention du nom de l'Ukraine. On ne dit pas d'où il est revenu, d'où la Crimée est revenue. Donc, c'est très bizarre pour moi comment on peut expliquer cela aux petits-enfants de 7-8 ans qui ont peut-être jamais entendu le nom Crimée avant. Donc comment on peut leur expliquer? Est-ce que c'est une île? Est-ce que c'était une île qui était disparue et ensuite elle est revenue? Ou est-ce qu'elle était disparue? Pourquoi elle avait disparu? Donc c'est pas expliqué du tout. C'est très flou. Cette question est délibérément évitée. Et ensuite, il y a des quiz, il y a des chansons, il y a des vidéos, des photos, des images, des dessins d'enfants qu'on peut donc discuter, dont on peut parler avec les enfants. Donc c'est très chargé d'émotions. Donc on nous dit qu'il faut se réjouir de ce retour de la Crimée. Donc c'est ce qu'on dit aux plus petits de 7 à 8 ans. Qu'est-ce qu'on dit aux moins jeunes, aux plus âgés? Donc, par exemple, dans les lycées, il y a eu aussi des cours de patriotisme. Donc on parle aux étudiants des héros de l'opération militaire. Il y a des textes qui sont préparés par la Société militaire historique, qui sont validés bien sûr par le ministère de l'Éducation. Et donc on parle de ceux qui ont soutenu l'annexion de la Crimée, qui ont soutenu également les actions militaires au Donbass. Et parmi eux, on retrouve par exemple Arsène Pavlov, dit Motorola, qui s'était vanté d'avoir tué des prisonniers de guerre. Donc, on voit très bien pourquoi on parle de cela avec des ados qui vont bientôt quitter l'école et qui pourront signer des contrats avec le ministère de la Défense et partir à l'armée. Donc, on leur dit texto que ce sont des personnes qui sont vos exemples et dont l'exemple vous devez suivre très bientôt. Bien sûr que toute influence dans le sens contraire, disons, elle est réprimée, elle est verrouillée. Donc on se souvient comment l'État avait crié au scandale sur la soi-disant implication des jeunes dans la politique quand il s'agissait des mouvements d'opposition ou des ONG. Et en 2021, avant la guerre, il y avait déjà des poursuites pénales contre la Doxa, contre l'équipe de Navalny, sur le fait d'avoir impliqué des personnes qui n'avaient pas 18 ans à l'époque dans leur mouvement ou leurs actions de protestation. Et donc ces personnes-là ont été condamnées
Я уверен, что это не просто Et такая статья je pense случайная que попалась ce под n'est руку, pas un hasard это было продолжение qu'ils ont вот этой самой utilisé cet политики article de совершенно loi, сознательной государства parce que c'était для une того, чтобы politique изолировать детей ouvertement от влияния ouverte et кого-либо, consciente, justement, кроме самого государства. qui visait à contrer Повторюсь, с toute точки зрения influence государства, у детей своих contraire идей, à la мыслей, politique de l'État. представлений быть не может, Parce это все кто-то им que вложил. pour nos autorités, il ne peut pas avoir d'autres opinions dans les têtes de nos enfants, des ados. Et en même temps, les enfants et les ados ne doivent pas s'exprimer non plus. Ils ne doivent pas prendre position. Et en Russie, même si on regarde la législation, on voit qu'il n'y a quasiment pas de droits civiques qui soient accordés aux enfants. Donc il y a bien sûr des garanties données aux adultes qui ne sont pas respectées dans les faits, mais en ce qui concerne les mineurs, il n'y a même pas de droit qui soit inscrit, par exemple dans le code de famille. Il n'y a que 2 cas. Donc dans la famille, on peut parler des questions qui touchent à la vie de l'enfant, par exemple, où il va partir en vacances, et dans les cas où on doit interagir avec les autorités. Et c'est tout. Donc c'est tout ce qui est prévu pour les mineurs. Et ensuite, on parle dans la législation des libertés académiques. Donc, sur le papier, on peut parler dans le cadre académique, mais bon, on sait que dans les faits, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et par exemple, les enfants ne peuvent pas organiser des événements ou rassembler ou se rassembler dans le cadre d'un mouvement. Ils ne peuvent pas participer à des mouvements civiques tant qu'ils sont mineurs, sauf dans les cas où il s'agit d'un mouvement ouvertement de jeunes, de mineurs, qui soit déclaré comme tel. Donc, en fait, les enfants sont considérés par l'État comme une pâte à modeler qu'on peut façonner à sa guise. Donc, dès qu'un enfant, un ado essaye de s'exprimer, souvent il se heurte à des répressions très dures. Donc aujourd'hui, on a déjà évoqué Arseny Turbin, qui, à 14 ans, si l'on en croit les autorités russes, a essayé d'intégrer une organisation terroriste, qui a participé à cette organisation terroriste en disséminant des dépliants. Et soi-disant, il avait communiqué avec cette organisation terroriste. Ensuite, Yegor Balazeykin, qui avait 16 ans, à l'époque de son occupation. Donc il avait lancé 2 bouteilles avec un liquide qui devait s'enflammer, mais qui n'a pas provoqué d'incendie. Il a lancé ces bouteilles sur le mur du bureau de recrutement militaire. Donc, ils ont été condamnés à 5 et 6 ans de prison ferme respectivement. Et les 2 sont intimidés, sont très maltraités dans leur cellule, dans leur prison. Donc, il y a par exemple des prisonniers politiques qui ont été libérés récemment avec Ilya Yachir, qui avait été justement emprisonné aussi à l'âge de 17 ans et qui, par exemple, ont été emprisonnés pour avoir pris une photo d'une base militaire. On a un autre cas au pénal, on n'a pas encore retrouvé les noms. Ce sont des élèves d'une école à Nizhny Novgorod qui sont accusés de discréditation des forces armées russes. Et il y a donc une affaire au pénal qui est initiée contre eux et ils risquent une peine de prison ferme également. Donc ils ont été dénoncés par la directrice d'école. Et donc cette pratique-là, sur le papier, elle est expliquée comme un souci de protéger les enfants, donc de leur inculquer des bonnes valeurs de patriotisme, etc. Mais dans les faits, on voit que c'est de la propagande, c'est de l'endoctrination de ces enfants. Donc ces enfants ne doivent pas réfléchir par eux-mêmes
ils doivent être endoctrinés par cette machine de propagande. Et du point de vue des droits humains, je pense que c'est assez évident. Ça viole les droits qu'on défend pour les adultes, le droit d'association, le droit pour la vie familiale, le droit à l'expression libre, etc. Donc je pense que c'est assez évident. Merci beaucoup. Désolée, nous avons un petit problème technique avec les micros. Donc, merci beaucoup, Oleg. Ensuite, je vais passer la parole à Alexandra Kipova, qui est un professeur à l'école normale supérieure, qui est anthropologue social et qui va, je pense, nous parler des conséquences possibles de ce sort d'endoctrination. Si vous me permettez, je vais me mettre debout. Je sais que je vais offenser personne en faisant cela. Donc moi, je suis anthropologue social et peut-être que plusieurs d'entre vous vous posez la question de savoir pourquoi je me retrouve là. Donc on voit très bien pourquoi inviter des défenseurs de droit, des juristes, c'est très clair. Pourquoi on invite une anthropologue sociale dans cette discussion sur la déportation des enfants, c'est peut-être pas si évident. Donc en fait, nous, les anthropologues sociaux, nous étudions comment les gens comprennent ce qu'ils comprennent. Et donc, nous avons écouté les interventions avec des faits qui nous ont été présentés, des faits qui sont assez terribles. Mais moi, ce que je vous propose, c'est d'étudier la fonction de ces faits, pas les faits en eux-mêmes. Donc, pas de se poser la question à quoi bon, pourquoi cette déportation et cette militarisation qui se passe dans les écoles en Russie aujourd'hui, quelle est l'idéologie qui régit tout ça. En fait, si on prend un petit peu de hauteur pour regarder ces processus qui se passent en Russie depuis quelques années, si l'on analyse les discours de Vladimir Poutine et surtout, j'attirerai votre attention sur ces mots qu'il prononce d'une façon spontanée, donc en répondant aux questions par exemple, donc pas en lisant des discours qui ont été écrits par le speechwriter. Donc là, on voit que lui, Patrouchev, les gouverneurs, Volodine et autres, on entend une image du monde, une vision du monde qui est appelée par les chercheurs une image apocalyptique. Ça veut dire que Poutine voit le monde comme divisé en deux parties, la partie blanche et la partie noire, c'est-à-dire le mal et le bien. Donc on voit qu'il y a des changements dans la nature humaine qui sont en cours. Et les élites russes, la Douma, les élites politiques russes nous parlent tout le temps de ce qui se passe de terrible en Occident, donc les transitions de genre, les parents numéro 1, les parents numéro 2, il n'y a pas de famille. En Occident, il y a des expériences terrifiantes, il y a des biomécanoïdes qui sont créés en Occident. Je ne sais pas de quoi parlait Naryshkin, mais il a employé ce mot, en tout cas, des biomécanoïdes. Donc, c'est depuis l'Occident que les quadrobeurs qui sont répandus en Russie sont venus. Et donc, le monde est en péril, est un risque de péril. Et la seule façon de sauver le monde, c'est de garder notre façon d'être. Et la Russie est vue comme le dernier rempart, le dernier bastion de cette nature humaine, disons naturelle, un humain qui a une maman et un papa, et pas un parent numéro 1, un parent numéro 2. Il n'y a pas de fluidité de genre, il n'y a pas de transition de genre, il n'y a pas de toilettes non genrées, etc.
Donc, tout cela, cette personne ne va pas mettre un masque d'animal pour jouer un animal. Donc, cette personne va garder les valeurs traditionnelles. Et on fait tout pour garder cette façon, entre guillemets, naturelle de vivre. Et c'est une lutte donc, pour cet avenir qui, de fait, est une reconstruction du passé. Mais de quel passé s'agit-il? On nous dit souvent qu'il s'agit d'un passé soviétique que Poutine aimerait reconstruire, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Je pense que beaucoup d'entre vous ont été pionniers, ou comme Somolets, donc faisaient partie de cette organisation, mais vous ne deviez pas, vous n'étiez pas obligé d'aller à l'église, par exemple, et assister aux services religieux. Donc, mais dans la tête de Poutine, il n'y a pas de contradiction. On doit être pionnier, on doit être en même temps orthodoxe. Donc en fait, il essaye de créer un futur idéal qui ressemble au passé, mais en même temps, il n'y a aucune opposition qui existait dans le passé. Donc il veut sauver des enfants. Sa mission, c'est de sauver des enfants, parce que seulement en sauvant les enfants, en les gardant dans cette vision du monde traditionnaliste, il pourra créer cet avenir idéal. Donc je ne pense pas que l'objectif de Poutine, c'est de créer des soldats. C'est peut-être le cas, mais le système se développe pas seulement pour créer des soldats. C'est plutôt de créer une strate qui sera complètement loyale à l'État, qui soit des fonctionnaires loyaux en fait à l'État. Et ils vont travailler pour l'État sur différents postes, peut-être en faisant la guerre, mais pas seulement. Et ce programme de militarisation, c'est pas seulement il ne s'agit pas seulement des pratiques militaires, il s'agit surtout de la loyauté à cette idée qu'il y a des personnes qui doivent intégrer l'armée. Et aujourd'hui, quand on voit la liste des métiers dont on parle, dans les écoles, par exemple, on a un nouveau métier qui a été introduit, c'est opérateur de drone. Et là, on voit que en tout cas, je pense que c'est très important de le comprendre, quelle mission voit le régime poutinien. Et donc, ils ne cachent pas la déportation, justement, ils s'inventent parce que pour eux, il s'agit de leur mission de sauver les enfants et de transformer les enfants ukrainiens en enfants russes. Donc ils ne voient pas cela comme un acte de génocide, ils voient cela comme le fait de sauver les enfants, de les retourner, les faire revenir dans cet état naturel, disons, et qu'ils soient protégés de cette influence terrible de l'Occident. Et donc, l'Ukraine est aujourd'hui pour eux sous l'influence terrible de l'Occident. C'est exactement pourquoi quand le vecteur principal aujourd'hui en Russie, c'est les écoles primaires et les écoles pré-primaires. Parce que ce type de militarisation dans le cadre d'un jeu a entraîné les enfants à annoncer publiquement leur loyauté. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles maternelles et écoles primaires. Donc l'essentiel de l'attention est accordé justement à la jeune génération, la plus jeune. Et les personnes qui sont derrière, ils pensent que c'est la génération qui peut encore être sauvée et avec laquelle on peut créer
ce futur passé. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre dans le futur? D'un côté, on peut s'attendre à une militarisation encore plus active. Aujourd'hui, dans le type de militarisation comme dans les États autoritaires, quand l'accent principal est fait non seulement sur une vraie militarisation, mais au moins de créer une image de cette militarisation, dire voilà, les jeunes écoliers attendent d'avoir 18 ans pour aller faire leur service militaire. Peut-être cela deviendra dans un des scénarios plus totalitaires où on va vraiment forcer tout le monde à faire le service militaire. Et on peut imaginer un autre scénario où le service militaire restera volontaire, sous contrat. On va faire venir des gens d'autres pays, peut-être de Corée du Nord. Et la militarisation à l'école est certainement plutôt destinée à entraîner les jeunes à la loyauté. Et quel est l'effet potentiel du deuxième scénario? Je le constate déjà de nos jours. Par exemple, prenons les écoles. Les écoles doivent faire des rapports sur les événements patriotiques qu'ils ont organisés. Et elles publient dans leur page sur les réseaux sociaux, TikTok, sur les actions, par exemple, comment ils ont cueilli des cadeaux pour les soldats et des lettres pour le front. Moi, je connais cette école. J'ai demandé à quelqu'un qui travaille. Donc, il y avait la boîte de lettres sur le front. La boîte qui affiche sur les réseaux sociaux, en fait, elle est dans les toilettes et personne ne s'intéresse à cette boîte. Donc cela crée une situation de pensée double. Les professeurs sont forcés d'organiser ce type de cours, mais personne ne s'y intéresse. Et comme effet pervers, ce qui se passe, c'est que les enfants ne font plus du tout confiance aux adultes en général. Les parents leur expliquent ne dis rien quand tu es à l'école, ne fais pas de commentaires anti-guerre, ne parle de rien, fais juste écouter et ne commente rien. Et donc les écoliers s'habituent au fait qu'ils ne peuvent rien dire, ils pensent que les adultes ne font que mentir. Par exemple, les professeurs doivent suivre un certain guide pour les nouveaux cours, ça s'appelle discussion sur les choses importantes. Et je connais moi-même des enseignants qui ne veulent pas mener ces cours, et quand ils y sont affectés, ils disent aux élèves ne faites rien, faites vos devoirs pour les autres cours, mais moi je vais noter comme quoi j'ai parlé de la Crimée ou de Donetsk. Et finalement, ça crée un scénario où les enfants s'habituent qu'il ne faut que mentir, qu'on ne peut plus faire confiance, et c'est pas bon du tout pour la création d'une société civile. Merci Alexandra. Nous pouvons maintenant prendre quelques questions dans la salle, s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Oui, bonjour, je m'appelle Alexis, je vis aujourd'hui en Espagne. Et si nous parlons de deux possibles scénarios suite à cette militarisation, pas besoin de regarder loin. Nous pouvons regarder sur ce qui s'est passé en 2014 quand la Russie a occupé une partie des oblasts de Lugansk et Donetsk. Et après 8 ans de ce lavage de cerveau, les premiers
premiers qui sont allés sur le front étaient les personnes mobilisées dans les oblasts de Lugansk et de Donetsk. Et dans ces régions-là, vous ne verrez pas d'hommes dans les rues. Et beaucoup sont morts, beaucoup sont blessés, ceux qui ont pu fuir ont fui et les autres se cachent. Aujourd'hui, sur les oblasts de Zaporizhia et Kherson, l'État russe a fait venir des professeurs russes sur place. Et je voudrais ici m'adresser aux Français qui sont présents ici pour qu'on puisse comprendre que si l'Ukraine perd la guerre demain, arrivera la chose suivante, les premiers qui seront dans les premiers rangs et envoyés à attaquer les pays baltes, par exemple, ce sera des Ukrainiens qu'on va mettre en première ligne. Donc il faut que l'Ukraine gagne, sinon c'est inévitable. L'Ukraine, les oblasts de Donetsk, Lugansk, c'est 5 millions, l'Ukraine dans sa totalité, c'est 40 et quelques. Et imaginez si l'Ukraine perd, combien de soldats Poutine aura dans 10-15 ans à sa disposition. Autre question? Mariana Friracha, je profite de l'occasion pour répondre à Alex et sur la discussion sur la victoire de l'Ukraine. Est-ce que quelqu'un a pensé quoi faire si l'Ukraine perd? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on se suicide? Ou est-ce qu'on essaie de créer une société civile pour continuer notre lutte, quel que soit l'issue du conflit en Ukraine? Il faut poser cette question. Donc, c'est une position, je comprends très bien les gens qui préfèrent aider l'Ukraine, mais peut-être qu'ils pourront regarder avec un peu plus de bienveillance les personnes comme moi, qui sont pacifistes. Donc parlant de double pensée, il y a l'idée sur les choses imposées par l'État, les choses mauvaises imposées par l'État, mais je pense que dans la majorité de systèmes, la double pensée existe, quel que soit le pays, parce que l'État ou une culture patriarcale qui essaie d'imposer des choses aux enfants, les enfants apprennent à mentir pour s'extraire un petit peu des choses qu'on leur impose. Je n'entends pas son micro. Pas de traduction sur le microphone. Donc, la double pensée, c'est une manière de résister de manière passive et parfois, donc moi par exemple, quand je suis avec des amis en famille, je me permets de dire plus. C'est les fameuses discussions dans la cuisine qui étaient un mème de la culture soviétique. Donc c'est un endroit où on peut parler, dire ce qu'on veut, parler de manière indépendante. Et donc ces choses-là, c'est un peu comme la corrosion, comme la rouille qui détruit la société. Et les gens qui ont grandi dans un système de double pensée, ils ne font confiance à aucune structure d'État. Beaucoup de vraies études ont été faites sur le sujet. Est-ce qu'on sait combien d'enfants ont déjà pu être, combien d'enfants ukrainiens ont déjà pu être rapatriés? Est-ce qu'il y en a en cours actuellement? Est-ce qu'on a une idée du nombre, quoi? Est-ce qu'on a une idée du nombre d'enfants ukrainiens qui ont déjà pu être rapatriés?
À ce jour, la quantité totale est confirmée. La statistique officielle, c'est 20 000 qui ont été transférés en Russie et peut-être 2 000, donc à peu près 10%. Ce sont ceux qui ont pu retourner en Ukraine. Donc ça, c'est les chiffres confirmés officiellement. 500 à peu près. Oui, ça s'adresse à Alexandra. Je trouve que c'est très important ce que vous avez dit et que ça replace la question du devenir de l'Ukraine à une place très importante. Pourquoi ? Parce que c'est en fait une bataille et une guerre entre deux systèmes de société, l'une étant complètement paranoïaque, ayant la vérité et transformant tout en système binaire, reconstitution du mythe, réorganisation de tout, et la catastrophe pour l'Occident et pour nos valeurs démocratiques, pour les pays baltes, Alors, la question que je voulais vous poser, c'était, est-ce que vous savez l'impact que ça a dans la société et la possibilité de résistance des adultes? Parce que les enfants, la pâte à modeler, bon, ils sont pris un petit peu dans cette gang, encore que peut-être qu'on peut envisager que si les adultes mentent et qui sont dans l'opposition, ça leur permet de résister. Ils ne sont pas pris dans la vérité unique du mythe poutinien. Спасибо за вопрос. Oui, merci. Я думаю, что тут примерно следующая ситуация. Современное российское государство не устраивает массовые репрессии в стиле товарища Сталина. Не устраивает массовые репрессии. Потому что массовые репрессии в стиле товарища Сталина выглядели следующим образом. Человека ссылали, арестовывали, расстреливали за принадлежность к какой-то группе. Современные репрессии устроены точечным, случайным образом. То есть человек может написать «нет войне», его могут арестовать, посадить на 8 лет, дать ему штраф, или с ним может вообще ничего не произойти. Угадать почти невозможно. И в этом есть определенная угроза, потому что современная идеологическая система, она не пытается уничтожить всех несогласных, как это было ситуация с товарищем Сталином. Современная система пытается их замолчать и сделать так, чтобы они чувствовали себя одиночками. Они обязаны чувствовать себя одиночками вокруг которых есть люди, думающие по-другому. Именно по этой причине, это одна из причин, почему границы России до сих пор не закрыты. Если ты чувствуешь себя, ты не живешь в согласии с политическим режимом, тебе предлагается уехать. Но внутри российского общества ты будешь чувствовать себя максимально одиноким. И на это направлены все усилия пропаганды. Поэтому те немногие активисты, которые остаются внутри России, они прежде всего пытаются сломать вот этот заговор молчания. То есть вот это вот ощущение, что те, кто против войны, это какие-то одиночки. Я, например, собирала базу данных антивоенных уличных высказываний, то и до сих пор собирают, то, что люди пишут на стенах. Так вот, знаете, какой был самый популярный тип высказывания в 2022 году, кроме, естественно, высказывания «нет войне»? Publiquement, les choses que les gens écrivent sur les murs. À part le slogan « Non à la guerre », le deuxième qui suivait, c'était « Tu n'es pas seul ». Ensuite, il y avait « J'ai peur aussi ». Et ensuite, les gens ils écrivaient « Je suis contre également » ou « Je pense comme vous ». Les gens étaient à la
recherche de personnes qui pensaient comme eux. Parce que en Russie, dans la Russie d'aujourd'hui, c'est difficile de se réunir dans un groupe qui pense pareil. Une des façons, c'est de se retrouver dans une file d'attente, comme c'était le cas à l'enterrement de Navalny, ou comme c'était pour signer le bulletin pour qu'un politique d'opposition puisse se présenter aux élections. Une autre façon de protester, c'est de mettre des fleurs, par exemple. Quand il y a eu des tirs sur l'Ukraine médiatisés où beaucoup d'enfants étaient morts, les gens venaient poser des fleurs à côté de monuments pour des répressions. Les gens laissaient un petit jouet ou une fleur, mais ils ne restaient pas exactement à côté. Ils s'éloignaient parce que c'était risqué. J'ai vu moi-même, à côté d'un monument à Lesya Ukrainka, une écrivaine ukrainienne, les gens, ils faisaient semblant de simplement se promener dans le parc. Ils posaient une fleur, mais ils ne restaient pas là pour éviter d'être embêtés pour manifestations non déclarées. Mais ils étaient nombreux. Bonsoir, merci beaucoup pour cette discussion, pour les explications et les enquêtes. Plutôt un commentaire qu'une question. Récemment, dans le passé, je m'occupais de placer des enfants dans des familles d'accueil. J'ai moi-même tenu dans mes bras Dima Yakovlev, justement ce garçon, le premier, concerné par l'interdiction d'adoption par des étrangers, des enfants en Russie. Donc j'ai appris qu'il y a une sorte de groupe de familles proches de Poutine qui deviennent des familles d'accueil pour ces enfants ukrainiens. Et aussi cynique que cela puisse paraître, c'est un système de corruption. Et vous savez probablement qu'en Russie, les aides aux familles qui ont leurs enfants naturels sont très faibles. Peut-être quelques euros, quelques dizaines d'euros par mois. Par contre, l'État finance très bien les familles d'accueil et il finance très bien les orphelinats. Et donc ces enfants ukrainiens qui se retrouvent dans des familles russes qu'on force à changer de nom, dans des familles d'accueil, ces familles d'accueil, elles reçoivent des bonus de la part de l'État, des financements, des appartements ou des terrains à bâtir, des choses comme ça. Donc, dans cette enquête, c'est bien de mentionner que les gens, à part le fait de participer à des crimes de guerre, ceux qui exécutent justement les actions de faire sortir les enfants d'Ukraine pour les emmener en Russie, il y a aussi les complices dans les services d'aide à l'enfance, parce que ce sont ces services-là qui sont les complices de ces crimes et privent ces enfants de leur enfance. Oui, bonjour. Voilà, j'ai paumé mon stylo. Voilà. Voilà, je vais aux manifestations pour l'Ukraine et je m'étais depuis longtemps préparé au fait que si j'étais interrogé par un journaliste, ce qui s'est produit, j'aurais très peu de temps à parler et je parlerai des enfants enlevés et russifiés. Et ça s'est produit, mais je ne suis pas sûr de ne pas avoir dit de bêtises. Je voudrais être certain, je voudrais que vous me disiez des choses certaines, pas grand-chose, des petites choses, parce qu'on n'a pas le temps de parler quand on parle avec un journaliste. Notamment, il y a un truc que je ne comprends pas, il y a toujours deux nombres, 20 000 et 700 000. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, est-ce que vous voyez de quoi je parle quand je dis qu'il y a ces deux nombres? Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence? Est-ce que vous pouvez me donner quelques petites informations dont on soit sûr et que je puisse glisser très rapidement à un journaliste quand un journaliste m'interroge? C'est la question plus
Je voulais juste dire que c'est les questions plus fréquentes qu'on reçoit. Est-ce que c'est 20 000, 300 000 et 700 000? Et je laisse Vira de répondre. Donc, le chiffre le plus horrible, 718 000, je l'ai mentionné. Là, il s'agit de données du soi-disant QG humanitaire. Les chiffres ont été publiés par les autorités russes. Et il s'agit du nombre total des enfants transportés de l'Ukraine vers la Russie. La quantité totale. Donc, il s'agit également des enfants qui ont quitté les territoires occupés de l'Ukraine, accompagnés de leur famille. Le deuxième chiffre de 20 000, là, il s'agit de cas confirmés et inscrits dans les statistiques officielles de l'État ukrainien, quand les parents ou autres proches avaient fait une demande et les autorités ukrainiennes ont pu établir le fait de cette déportation. Étant donné que les territoires occupés, il y a des difficultés pour communiquer, des problèmes de réseau de communication. Parfois, les témoins ne sont plus en vie, donc il y a un nombre de cas qui n'entrent pas dans les statistiques, qui sont perdus. C'est comme pour n'importe quel autre crime. Si personne ne va porter plainte, ils n'entreront pas dans les statistiques. Donc, je voudrais à cet égard dire que nous ne pouvons pas donner le nombre exact, mais je suis persuadé que le nombre réel est beaucoup plus que 20 000, c'est 100 000, voire plus. Et comme disaient les collègues, tous les fonctionnaires russes qui ont créé tout ce réseau aussi grand, cela permet de penser que le nombre réel est beaucoup plus que 20 000. Sinon, il n'y aurait pas besoin de autant de ressources. C'est important de voir de l'extérieur et vous avez donné votre regard extérieur. Mais je voudrais dire que la Russie a augmenté le budget pour la militarisation multiplié par 10 maintenant. Vous savez, si quelque chose fait le même bruit qu'un canard, c'est peut-être un canard. S'ils apprennent les enfants à tuer, c'est peut-être non pour les sauver, mais pour les utiliser dans une guerre future. Même si on met de côté l'âge de service militaire, ou si on baisse l'âge minimum, c'est peut-être pour apprendre aux enfants dès l'école à utiliser une arme. Et puis ensuite, on peut faire de n'importe qui un ennemi, et c'est le monsieur au Kremlin qui décide, qui pourra expliquer que cet État n'a jamais existé historiquement, comme il aime à faire. Vous savez, un tueur en série, un maniaque, il tue les gens peut-être pour des raisons particulières, et il éprouve un plaisir, d'accord, mais quels que soient les motifs, le crime est là et la victime est morte. Merci. Juste pour ajouter un élément, d'un point de vue juridique, c'est assez important d'avoir ces deux chiffres en tête qui sont bien différents, parce que l'on fait la différence justement entre les enfants qui ont été déportés avec leur famille, avec leurs parents, dans le flot des mouvements de population de civils. Et là, on parle effectivement plus des 718 000 qui étaient évoqués. Il y a des chiffres, c'est extrêmement difficile de savoir exactement, mais on parle de cet ordre-là. Et des enfants qui ont été ciblés comme tels, comme des enfants dont les familles n'ont pas, elles, été concernées, dans les orphelinats, parfois aussi arrachés à leurs parents pour des faux motifs, donc motifs humanitaires, motifs de santé. Parfois, il s'agissait de les envoyer dans des colonies de vacances. Enfin, voilà, les enfants qui ont été déportés parce qu'ils étaient des enfants pour être transférés en Russie. Et là, on est sur d'autres chiffres. Par ailleurs,
Pour ce qui est des statistiques de 20 000 enfants qui ont été déportés, donc les statistiques officielles des enfants qui ont été identifiés comme tels par les autorités ukrainiennes, il y a le site internet Children of War qui recense en temps réel, en tout cas qui recense régulièrement ces personnes ces enfants qui ont été déportés, qui sont blessés, et voilà, qui est le site officiel du gouvernement ukrainien sur cette question et qu'on peut consulter. Merci beaucoup, mais bon, nous avons déjà 3 minutes et je pense qu'on n'aura plus de temps pour passer aux questions. À 18h, il faut libérer la salle. Et je voulais juste dire dernièrement, je remercie beaucoup à tous les intervenants. Je remercie beaucoup à tout le public qui est là. J'appelle à tout le monde de continuer à supporter, de continuer de s'intéresser à ce sujet parce que grâce à vous, tout le projet il peut continuer. Et j'appelle aussi à acheter notre merch, les t-shirts, les bagues, les sacs, tout l'argent collecté, ils vont pour soutenir le projet qui sont liés aux déportations des enfants et contre l'endoctrinement en Russie. Merci beaucoup pour tout le monde. Au revoir.